Voilà, donc le temps que Monsieur Yvain revienne, je ne sais pas qui d'entre vous coprésidez, Monsieur le préfet, Monsieur le président de la métropole, ce concours. Donc je crois que en préalable, pouvez-vous nous en expliquer la genèse, l'intention et puis l'articulation, puisque de deux concours initiaux annoncés au MIPIM, je ne sais plus dans quel ordre, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'un qui conjugue les deux. Pouvez-vous nous en parler, Monsieur le préfet? Bonjour à tous. La genèse de cette histoire vient, il faut rendre à César ou à... Non, je ne dis pas, ce qui lui revient, c'est ce qui s'est passé sur Paris. Paris avait son concours, réinventé Paris, et donc ils ont lancé un concours qui a bien marché, mais qui avait comme particularité de se poser sur 23 sites finalement assez étroits. Et d'ailleurs dont ils étaient propriétaires. C'était des objets à transformer. Ça a bien marché, on a essayé d'en tirer les leçons, quelques sujets à corriger, et Jean-Louis Missica et Anne Hidalgo nous ont bien aidés d'ailleurs, il faut aussi le reconnaître bien sûr. Et donc, a germé parallèlement deux idées, celle émise par Patrick Ollier, de réinventons la métropole, inventons la métropole, oui, on ne sait plus, inventons la métropole, qui est de dire, parce qu'il connaît bien ses maires, les maires, il y a dans chaque commune, dans beaucoup de communes de la métropole, des bouts de terrain sur lesquels les maires ont des envies de faire bien. Et puis il y avait Philippe Yvain, qui avec, au départ, les hubs, c'est les croisements de l'île, il y a un bout de territoire autour qui va nécessairement trouver une dynamique propre du fait de l'irrigation par les transports. Donc chacun a réfléchi de son côté. Et puis on est tombé d'accord sur une idée, dans les 40 ans qui viennent, il va se fabriquer environ 140 km² de villes. Je rappelle que Paris intramuros, en dehors des deux bois de Vincennes et bois de Boulogne, doit faire 105 km². Donc c'est-à-dire qu'en 40 ans, on va construire plus que la ville de Paris. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Alors c'est pas moi, le représentant de l'État, avec tout ce qu'il a mal fait en matière d'urbanisme jusqu'en 82, il a fait de bonnes choses, mais il a fait aussi des choses un peu contestables, qui va être arrogant pour dire on ne peut pas laisser ça aux maires. Tout ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que quand vous avez 140 km² de ville à construire, les gens raisonnables se sont mis autour d'une table et on s'est dit on va essayer de faire le mieux possible. On va essayer de faire le mieux possible en matière d'intégration urbanistique, en matière d'innovation, que ce soit des innovations, je ne reviens pas sur le monde change, vous connaissez ma rengaine, le mode change, tout est à réinventer, notre manière de vivre, d'habiter, de gouverner, de produire. On ne produit plus, on numérise, on ne vend plus, on plateformise. Donc tout ça, le monde a évolué à une telle vitesse gigantesque qu'il s'agissait de se mettre ensemble et de se dire on va faire le mieux possible. Et le mieux possible, c'est un concours. Bon, concours, on fait international, où on prend les meilleurs. Alors, voilà la genèse. Et finalement, on s'est rassemblés, grâce, je dois le dire, à Patrick Ollier et au Premier ministre soi-même, qui ont décidé, au cours d'une réunion, Manuel Valls et Patrick Ollier, de dire, bon, arrêtez vos histoires, là, vous le faites ensemble. Un coup, t'arrêtes, tu te mets avec Ollier, et Patrick Ollier t'accueille, et voilà. Bon. Donc, on a essayé de faire ça. D'où l'idée que sur des territoires plus petits, à partir de 1 hectare, 2 hectares, voilà, ou des territoires plus grands, jusqu'à 80 hectares, 100 hectares, on puisse faire un appel à candidature international unique pour dire voilà les terrains dont nous disposons, soit en direct dans les sites les plus petits, soit de manière plurielle avec l'ensemble de la puissance publique, que ce soit la SNCF, les PFIF, l'établissement foncier, la SGP, les communes, les EPA, GPA. On maîtrise des terrains et on se dit ensemble, on va lancer ça. Alors Patrick vous dira sûrement comment ça se passe dans la pratique, mais l'idée c'est aussi itératif, c'est-à-dire qu'on va projeter la métropole à l'extérieur, le Grand Paris d'ailleurs, autant que la métropole, puisqu'il y a des lieux qui ne sont pas stricto sensu dans le territoire administratif de la métropole. Il y a des lieux ailleurs. Mais tout ça participe à la projection à l'international du Grand Paris et à l'inverse, en retour, donne à ce projet de création de 140 km² de ville, nous l'espérons,
une qualité digne de ce qu'ensemble tous les acteurs veulent faire le mieux possible, le plus fort possible. La concurrence entre les métropoles, elle est gigantesque. Donc, dans chaque case de nos réflexions, on doit essayer de faire le mieux possible. Très bien. Réinventer Paris, c'était donc du foncier la ville de Paris, puis c'était vraiment innover, quoi. Le mot d'ordre de Jean-Louis Missika consistait à innover. Et puis l'originalité, c'est que ce sont des groupements pluridisciplinaires qui y répondent avec une moindre part du public comme prescripteur. Qu'est-ce qui fait l'ADN de ce nouveau concours? Et est-ce qu'il y a toujours une différence quand même entre 14 hubs et puis des fonciers communaux? Mais monsieur Yvain ou monsieur Ollier, c'est quel type de foncier pour quel type de projet? Là aussi, et puis pour quel type aussi de critères de sélection finalement sur les 80 sites dont vous parliez, monsieur Ollier? Bien, merci. Bon, j'ai déjà évoqué tout à l'heure le projet Inventons la métropole. Ce que vient de dire le préfet Carenco me va très bien parce qu'on pense tous les deux, et avec Philippe Yvain également, tous les trois, exactement la même chose. En vérité, ce concours va permettre d'être un révélateur. Ça va être un révélateur, ça va être aussi un concours qui va fédérer les communes dans le cadre de la métropole. C'est ça l'idée principale au départ. Car quand j'ai lancé ce concours le 18 octobre dernier, il y avait, le 18 février dernier, il y avait 3 semaines, j'avais été élu président. Et on a réfléchi au bureau comment on peut démontrer, c'est un peu le débat tout à l'heure, comment on peut démontrer le plus vite possible à des gens qui sont impatients au niveau de la société, des réseaux, des tweets, etc., qui veulent tout savoir avant même qu'on ait créé les choses, comment réussir à ce que les franciliens imaginent que la métropole existe. C'est pour ça qu'on a lancé ce concours au début. Mais ça va être un révélateur, ça va être un élément de fédération. Et le préfet Carenco l'a bien dit tout à l'heure. La ville de Paris, c'était 23 sites à Paris, avec un maire de Paris. Là, on arrive à 80 sites, avec donc 131 maires différents, et qui ont le pouvoir opérationnel dans leur territoire municipal. J'y reviens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est là le gros avantage. Et on voit que le débat tout à l'heure n'était pas inutile, parce que c'est la preuve par 9 que ce que je disais est vrai. Et que les maires, tout de suite, sont à la tâche, ont proposé ces sites. Et je le dis à mes collègues du comité d'organisation, 80 sites, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc je pense qu'il va falloir faire des sessions différentes, ou des vagues, appelle ça comme tu veux, des sessions différentes. Car là, on entreprend la semaine prochaine la visite de tous les sites. J'espère qu'on va arriver à tous les voir d'ici la fin du mois. On a recruté le directeur général de ce projet. Et on va, dans notre comité d'organisation, faire en sorte que la charte, monsieur, dont je parlais tout à l'heure, qui doit permettre d'avoir le côté, dans ces projets, provocateur un peu aussi, mais innovant, avec la modernité qui doit être liée à toutes les nouvelles technologies, pour nous sortir des projets les plus inventifs possibles. C'est ça qu'on veut faire. Et c'est du développement économique. Et bien sûr, ça va devenir, ce concours, un accélérateur du développement économique de l'ère métropolitaine. Donc tout est complet. Cela veut dire que ça va permettre de rendre la métropole lisible, ça va permettre d'accélérer le développement économique et ça va permettre d'innover. Je trouve que c'est formidable. Et moi, je remercie très sincèrement le Premier ministre, parce que lorsqu'il m'a proposé, comme l'a dit le préfet Carenco, on a fait un communiqué le 11 mars dernier, Emmanuel Valls et moi-même. Monsieur Macron est venu annoncer tout ça au MIPIM quelques jours après. Moi, je suis très heureux. Je ne vois pas pourquoi j'aurais refusé cette proposition d'intégrer, Philippe Yvain va en parler, les 14 hubs, parce que c'est bien ces hubs, beaucoup plus que les terrains municipaux, qui vont être les moteurs du développement économique autour des stations de la Société du Grand Paris. Donc c'est, pour une fois, je dis bien pour une fois, une œuvre qui a été construite en collaboration complète, sans avoir de compétition entre les uns et les autres. L'État, le gouvernement, la métropole, la Société du Grand Paris, on est, comme on disait, la mano, la main dans la main, pour faire réussir ce concours. Alors si vous voulez, on peut rentrer dans les détails, mais je souhaiterais que Philippe Yvain parle des hubs, parce que c'est quand même la Société du Grand Paris qui est à la manœuvre dans ce cadre-là. Absolument, et donc on vous en prie. Merci. Chacun comprend bien que, évidemment, la création du réseau du Grand Paris Express, c'est beaucoup plus, évidemment, qu'un projet de transport. C'est un projet de transport majeur, bien sûr,
pour tous les franciliens, pour améliorer leur vie quotidienne. Mais au-delà de cela, c'est évidemment la base d'un renforcement possible de l'attractivité de la métropole, du Grand Paris. Et il faut évidemment saisir cette opportunité, comme l'a dit Jean-François Carenco il y a quelques instants, ce chiffre qui est évidemment plus un symbole qu'une réalité totale, mais c'est un symbole important, c'est le rayon de 800 mètres autour des 68 gares, qui donne ces 140 km². Alors on ne va pas faire table rase, évidemment, dans les 800 mètres des gares, mais ça donne une idée, évidemment, du potentiel de renouvellement urbain de la région. Alors, sur les 68 gares du réseau, il y en a 43 qui sont en interconnexion avec un autre réseau, de la RATP, de la SNCF, les RER, les Transiliens. Et puis, il y en a une vingtaine qui ont un potentiel de plus de 100 000 voyageurs par jour. Et évidemment, ce potentiel est tout à fait considérable. Et on a là la base de l'idée de promouvoir, qui est maintenant regroupée dans le concours Inventons la métropole, l'idée de dire, eh bien, on va donner de la lisibilité à ces grands quartiers de gare pour en faire un peu des fers de lance du développement de la métropole. C'est un peu ça l'idée des hubs du Grand Paris. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, sur les 68 gares, on a un potentiel foncier très différent, selon évidemment l'endroit où se situe la future gare, l'urbanisation existante et ce qui peut être transformé. Ça va de quelques hectares quand on est dans la zone la plus dense, à 100 hectares si on prend le quartier de Satory, qui sera le nouveau quartier de Versailles, c'est 100 hectares, c'est absolument considérable, mais même le quartier de Saint-Quentin-Est, par exemple, les anciens terrains Thalès, c'est plus de 20 hectares, donc c'est absolument considérable. Donc il y a là un potentiel, évidemment, pour créer des quartiers mixtes, ce que tout le monde veut faire aujourd'hui. C'est plus des quartiers monofonctionnels, c'est des quartiers mixtes qui comprennent à la fois du logement, des activités, des commerces, des services. C'est ce type de quartier que nous voulons tous aujourd'hui réaliser. Alors, la dimension, je crois, importante, c'était contenu dans votre première question, c'est l'innovation. Je pense que ça, c'est vraiment une chance aussi, notamment pour les entreprises françaises, de mettre en avant l'innovation urbaine. On a la chance d'avoir dans ce pays de très grandes entreprises, certaines sont représentées ici dans ce qu'on appelle les services urbains en général, et ce concours va être vraiment, je pense, l'occasion de mettre en avant les savoir-faire d'aujourd'hui et sans doute aussi de demain, cette ville intelligente et durable que nous voulons construire. Ce concours va être l'occasion de mettre cela en avant. Je pense que c'est une dimension essentielle du concours. Il ne s'agit pas simplement d'aménager un terrain à l'occasion du concours comme on le ferait à travers d'autres procédures. Non, je pense qu'il faut qu'il y ait un supplément qualitatif à ces opérations en rassemblant l'innovation urbaine. L'avantage sans doute par rapport à ce qu'a été le concours Réinventer Paris, c'est qu'on aura dans beaucoup d'endroits des fonciers beaucoup plus vastes. Donc ça va donner l'occasion de mettre en place des innovations urbaines dans beaucoup de domaines. Et ça, je pense que ça peut donner un caractère très particulier à ce concours Inventons la métropole, la variété, la palette des innovations urbaines qui pourront être mises en œuvre. J'ajoute que ce sera aussi l'occasion, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, de mettre en relation aussi les grandes entreprises et les start-up. Je pense qu'il y a là un gisement aussi, et c'est une occasion, ce concours, de concrétiser la rencontre entre les grandes entreprises françaises du génie urbain et les start-up. J'étais la semaine dernière visiter les incubateurs de la ville de Paris, Paris & Co, qui de plus en plus se spécialisent, puisqu'il y en a aujourd'hui une demi-douzaine, et il y en a un désormais qui est justement consacré aux problèmes de la ville et de la mobilité dans le nord de Paris. Et j'ai pu rencontrer à cette occasion un certain nombre de start-up qui travaillent dans ces domaines de l'innovation urbaine, et je pense qu'il faut vraiment qu'on saisisse aussi cette occasion pour les faire intervenir dans le concours, et notamment en organisant la rencontre entre les grands groupes des services urbains et ces réseaux de start-up. D'ailleurs, beaucoup des grandes entreprises de ce secteur elles-mêmes travaillent déjà avec des start-up. Je crois que c'est un mouvement qu'il faut qu'on encourage
à l'occasion de ce concours pour vraiment que la dimension innovation soit remarquable. On entend des professionnels se plaindre en fait du manque de lisibilité. Ils comprennent pas tellement, notamment le fait qu'il y ait une multiplicité de maires. C'est quand même beaucoup plus compliqué que réinventer Paris. Réinventer Paris avec que Mystica et je vais vous dire une Hidalgo. confidence. À un problème complexe, il n'y a que des solutions complexes. Le reste, ça s'appelle du populisme et c'est nul. Quand le problème est complexe, nécessairement, c'est un peu complexe. Quelques éléments. Un, soyons un peu fous. Philippe l'a dit. Il faut inventer, innover, c'est au-delà même. Hein. Le monde, je le répète, change à une telle vitesse que se dire je vais construire 140 km² de ville en 40 ans, juste en regardant derrière moi, en disant je vais faire de beaux trottoirs et des façades correctes, je pense qu'on loupe le sujet. Donc on est complètement ailleurs. Ce changement de monde, il abat toutes les frontières, il comble tous les précipices. Il n'y a plus de zonage, Philippe l'a dit. On vit, on travaille, on s'amuse, on sort au même endroit. Il n'y a plus de zonage, de précipice entre le public et le privé, entre la recherche et la réalité, entre le virtuel et le réel. C'est ça qu'on veut. Alors, c'est vrai que ça nous... Voilà, moi je souhaite qu'on sorte là de cette réunion en disant « Je ne sais pas ce qu'on peut faire ». C'est Schubert qui disait « C'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude ». Eh bien, je pense que là, il faut douter. Dernièrement, et puis Patrick répondra mieux que moi. Bien sûr qu'il y a des maires, parce que dans notre pays, c'est notre expression démocratique. Ça pourrait être différemment ailleurs. C'est le maire qui signe les permis de construire. C'est comme ça. Donc, évidemment que les maires seront, les maires, si on est sur un territoire intercommunal plus vaste, seront complètement à la manœuvre. Patrick a la réponse très précise d'ailleurs, comment on les intègre sur le cahier des charges, sur le jury, etc. Mais... oui, c'est complexe. Non, mais c'est ça ma question, monsieur Ollier. Quel est le degré de prescriptibilité ? Parce que, encore une fois, inventons Paris, réinventer Paris, c'était carte blanche. Mais là, il y a je ne sais pas combien de maires dont on sait qu'ils sont attachés à leur ville, vous l'êtes vous-même, et à son aménagement. Donc, est-ce que tous les maires vont jouer le même jeu ? D'abord, je suis heureux qu'on rentre dans le côté actif et productif de la métropole par rapport au débat de tout à l'heure, qui était un débat hors du temps. Je préfère le répéter parce que c'est quelque chose qui ne nous concernera pas avant 2 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans les semaines d'organisation de ce concours. Alors, d'abord, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Jean-François et Philippe Yvain également, car je suis tout à fait favorable à ce côté d'invention. Alors, je ne sais pas si c'est la folie, mais on pourrait citer des grands auteurs aussi sur la folie, mais je suis d'accord sur le côté inventif. Restons raisonnables, inventif. Et je souhaite, dans le cahier des charges qu'on est en train d'émettre, qui sera prêt pour le mois de septembre, que le côté imaginatif, dans le cadre de la modernité, notamment numérique, j'aime pas l'expression smart city, je déteste le franglais, mais enfin bon, ça veut dire ce que ça veut dire, et tout le monde le sait, c'est comme la ville résiliente aussi, là, c'est pareil, sur des concepts nouveaux qui veulent dire la même chose que ce qu'on faisait jusqu'à présent, développement durable, etc. Donc tout ceci va être au cœur du cahier des charges. Et les maires sont d'accord. Ils sont tout à fait d'accord pour que ce cahier des charges fixe des indications très précises dans ces domaines-là. Le côté de la modernité et de l'inventivité et un peu de la folie architecturale pour avoir des projets qui durent dans le temps. Je me méfie aussi de la folie architecturale parce que bien souvent, des projets qui sont très beaux aujourd'hui, 5 ans après, ont déjà énormément vieilli. Donc il faut que les choses restent aussi justes dans le temps parce qu'on veut faire quelque chose de durable. Bien. Alors comment les maires, une fois que le cahier des charges est fait, ça sera pour le mois de septembre, comment les maires vont s'intégrer là-dedans. D'abord, tout à l'heure, on a évoqué Paris, c'était la maire de Paris, donc c'est le conseil municipal de Paris qui a décidé des orientations à donner à la manière dont le cahier des charges était réalisé pour les projets. Là, c'est chaque maire qui imagine à sa manière le cahier des charges sur la constructibilité, la capacité de construction sur le territoire, le terrain ou le territoire, ça dépend qui le propose. C'est lui qui fixe les règles sur les hauteurs de bâtiments, sur le nombre de mètres carrés développés, sur la mixité du projet, s'il y a des commerces ou pas, s'il y a des logements sociaux ou pas, j'espère qu'il y en aura, sur l'accession à la propriété, sur etc., etc. Il fixe son cahier des charges. Et ensuite, ça part au concours, et c'est l'imagination qui répond à la question. Et une fois qu'il y a le retour des projets, et j'espère qu'il y aura 2, 3, 4 projets par site, et c'est bien là, mon cher préfet, que nous sommes un peu ennuyés, parce qu'avec 80 sites,
Je répète encore, réinventons Paris, c'était 23 sites et ça a saturé la capacité que vous avez, vous, les aménageurs qui sont ici et les architectes qui sont ici, à pouvoir proposer 3 à 4 projets par site. Et là, ça va être 80. Donc je pense que le préfet a raison, on va pouvoir organiser, je pense, plusieurs sessions pour être capable de laisser un peu de souffle aux équipes architectes, financeurs, aménageurs. Et en fin du concours, je serai président du jury, puisque c'est ce qu'on a décidé ensemble. Nous sommes coprésidents ensemble du comité d'organisation, mais je présiderai le jury. Je l'ai dit, et je le répète, je laisserai au maire, je déléguerai au maire le soin de choisir pour sa commune, parce que la métropole est là dans le respect de l'autorité des maires. C'est une sorte de coopérative de ville organisée différemment. L'autorité des maires sur leur territoire, donc c'est le maire qui, en fin de compte, décidera pour son territoire, car comme l'a dit le préfet, il a raison, c'est le maire qui signe les permis de construire. Voilà, donc c'est une construction qui est en train de se faire très logiquement, nous sommes au travail, et tous les documents prescriptifs seront produits fin septembre à peu près, pour que, comme prévu, le concours démarre très rapidement après, pour être opérationnel. Philippe Yvain, vous êtes dans une autre temporalité. Alors vous, j'imagine que vous avez aussi parlé avec les maires, c'est votre marque de fabrique à la SGP, pour définir les programmes, mais qui vont être au fil de l'arrivée, si je puis dire, des gares. C'est-à-dire qu'on est sur 30 ans. Oui, il y aura des temporalités évidemment différentes. Il y a sur certaines parties du réseau des projets qui vont être accélérés en raison de la réalisation du Grand Paris Express, facilités pour certains. Il est vrai que des projets qui ont du mal aujourd'hui à décoller ou à trouver un certain équilibre vont pouvoir évidemment, grâce à la création du réseau, plus facilement trouver un développement. Si je prends le cas de la ligne 17, par exemple, la ligne qui ira de Pleyel au Mesnil-Amelot en passant par le Bourget, le Triangle de Gonesse, le Parc des Expositions et Roissy, il est clair que l'ouverture à l'urbanisation du Triangle de Gonesse, qui est prévue bientôt, je mets de côté le projet EuropaCity, parce qu'il y a bien autre chose dans le Triangle de Gonesse, est rendue beaucoup plus facile avec la création de la gare du Triangle de Gonesse. Sans gare à Saint-Quentin-Est, il est vrai que ce serait beaucoup plus difficile de développer l'urbanisation sur ce secteur. Donc, et puis il y a des endroits où il y a déjà des projets depuis longtemps, mais qui mettent du temps à démarrer. Je pense par exemple au secteur des Ardoines, qui est un secteur difficile, parce qu'il y a besoin d'investissements lourds pour reconvertir tout ce territoire qui était industrialisé autrefois. Il est clair que l'arrivée de la gare de la ligne 15 aux Ardoines va donner un élan nouveau à ce territoire qu'on retrouvera sans doute dans les hubs. Donc, bien entendu, compte tenu de l'avancée progressive de la réalisation du réseau, de fait, les territoires qu'on avait repérés répondront à des vagues successives de consultations. Et c'est pas demain, évidemment, dans la première vague, que tous les quartiers que l'on a repérés pourront avoir des opérations. Ça va se faire progressivement. Et vous définirez le cahier des charges avec les maires. Ce sera une coproduction SGP. L'idée, c'est qu'il y a un cahier des charges général, qui sera celui du concours. Après, il y a un vrai débat, mais c'est un débat qui traverse les élus, savoir est-ce le degré de précision au fond du programme. C'est pas le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est au fond quel type d'urbanisation, quel type d'innovation on va pouvoir mettre en œuvre. Après, le programme, là, il y a un vrai débat. Il y a certains qui défendent l'idée qu'il faut laisser beaucoup de place aux propositions des investisseurs, des groupements qui seront mis en place pour avoir des projets intéressants. C'est un peu l'idée des macro-lots dans lequel le secteur privé peut faire des propositions et ne fait pas que répondre à un programme extrêmement précis. Bon, il y a d'autres maires qui sont davantage sur des programmes beaucoup plus précis, sur la part exacte de tel ou tel type de logement ou d'activité. Donc là, il y a un vrai débat. Moi, je pense, à titre personnel, je pense qu'il faut quand même qu'on laisse de la place aux propositions des groupements d'investisseurs, si on veut justement avoir, à partir évidemment d'un programme d'ensemble, d'un programme. Mais l'intérêt, je pense, de la consultation, c'est de laisser la place aux propositions des groupements. L'idée, c'est que ces groupements
soit composé non pas seulement, peut-être comme traditionnellement quand on fait des cessions de charges foncières, d'un promoteur, d'un investisseur, d'un architecte, mais que ça aille bien au-delà de ça, à partir du moment où on a des quartiers de plusieurs hectares. Que demain, dans le groupement, il y ait des entreprises de services urbains, des producteurs ou distributeurs d'énergie, des entreprises qui font des propositions en matière de mobilité numérique et électrique, de gestion des déchets. Donc on ait des groupements qui fassent des propositions dans le cadre de ces cessions de charges foncières qui soient beaucoup plus larges que peut-être les groupements que traditionnellement on a quand on fait ce type de consultation. C'est ça qui va être, je pense, l'intérêt de la démarche. Et pour cela, mon sentiment, en tout cas, il faut que les prescriptions à la base ne soient pas trop contraignantes si on veut avoir des propositions intéressantes. À la fin, on vend des droits à construire ou des terrains quand même. Et alors ce règlement qui définira globalement le degré de prescription, les entreprises pourront se le procurer quand? Quel est le calendrier? Vous l'avez dit peut-être, monsieur Ollier, c'est en septembre ou avant? Je ne peux pas vous dire le jour exact, mais nous sommes en construction là aussi. Ça sera d'ici la fin du mois de septembre, bien sûr. Mais je reviens sur ce qui vient d'être dit par Philippe Yvain. Le problème est que pour Inventons Paris, c'est le maire de Paris qui a décidé pour ces 23 sites. Là, sur les 80 sites, il y a 80 maires différents qui décident par rapport à leur ville de ce qu'ils veulent pour leur ville. Donc il y a un juste milieu à trouver. Le juste milieu, c'est le PLU. Je veux dire que chaque maire, bien sûr, PLU de zone si c'est une ZAC ou le PLU de la ville. À partir de là, on a le règlement d'urbanisme qui permet de savoir ce qu'on peut faire. Et l'imagination fera le reste de la part des inventeurs des projets. Mais il est normal que le maire puisse dire ce qu'il souhaite avoir au point de vue de différentes thématiques, logement, commerce ou autre, parce que lui seul est capable de dire dans sa ville s'il veut du commerce à un endroit ou s'il n'en veut pas. C'est quand même lui qui décide. Absolument. Je n'oublie pas du tout, monsieur le préfet, les groupes, mais je vous passerai la parole parce que vous ne faites pas partie, a priori, de ce concours dont on parle là. On dira peut-être un mot de la gouvernance de la défense, d'ailleurs, parce qu'on a des acteurs qui s'y intéressent, d'une façon ou d'une autre. Monsieur Carinco, monsieur Ollier, monsieur Yvain, je crois que vous voulez tirer les leçons aussi des critiques qui ont été faites à Inventons Paris, notamment la rémunération de certains corps de métier qui se sont plaints de ne pas être suffisamment indemnisés. Et puis d'autres, je pose deux questions en une, il y a certains pointent un risque d'essoufflement face à la multiplication. Donc, comment vous réagissez aux deux? D'une part, les critiques sur la rémunération des architectes, pour dire les choses, et puis sur le risque d'essoufflement, d'assèchement de la source, face à un modèle qui ne fait pas forcément toujours l'unanimité, à tort ou à raison. Je ne sais pas de la part de qui il ne fait pas l'unanimité. Parce que s'il y a 80 maires qui ont proposé 80 sites, c'est bien qu'ils sont d'accord. Chez les opérateurs privés, il y en a qui sont... Les opérateurs privés, s'ils ne veulent pas concourir, ils ne concouriront pas. Et dans ce cas-là, on en trouvera ailleurs qui viendront concourir. Je ne m'inquiète pas du tout. Parce que ça s'appelle du développement économique. Et les opérateurs privés, en principe, cherchent du développement. Et cherchent à réaliser des opérations qui leur sont bénéfiques sur le plan financier. Eh ben, nous, ça tombe bien, on cherche des opérations qui sont bénéfiques aux opérateurs privés et qui permettent d'être bénéfiques à l'évolution de la métropole et des villes. Donc il n'y a pas de souci. On ne va pas être obligé d'aller chercher des opérateurs privés en Allemagne ou en Espagne ou en Italie pour faire de l'aménagement en France. Et il y en a ici qui sont parfaitement compétents, tout à fait intelligents, tout à fait dynamiques. Nous avons une volonté, on a mis le projet en face. S'il y a pas assez de compétiteurs, tout à l'heure le préfet l'a indiqué, on va probablement faire, parce que je comprends la saturation au point de vue technique. On ne peut pas avoir, je ne sais pas, 500 opérateurs, si on a besoin de 500 opérateurs alors qu'on a que 150. Bon, on comprend tout ça. Le problème est qu'on fera 2 sessions pour donner un peu de respiration. Alors, sur les architectes, j'ai reçu l'ordre national des architectes, l'ordre régional, le syndicat régional, de telle sorte qu'on n'ait pas de confusion et qu'on sache exactement ce qu'ils souhaitent. Nous sommes en train de préparer les réponses à leurs interrogations. Car on comprend très bien que le problème de l'indemnisation avec des projets quasiment aboutis se pose à un certain moment. Donc l'idée, c'est que l'on fasse une dichotomie précise entre ce qui est une sorte d'avant-projet, une esquisse très précise, et un projet quasiment abouti. Il y a une différence entre les deux. Donc à partir du moment où, dans la première sélection, on en est à une esquisse assez précise, c'est vers cela que nous évoluons, le projet de l'indemnisation ne se posera pas, les architectes sont d'accord sur ce cadre-là, il se posera à la finalité de la deuxième phase, lorsqu'on retiendra les aménageurs. Monsieur Carinco, l'État va mettre la main à la poche via le programme d'investissement d'avenir, je crois me souvenir de 100 millions d'euros qui avait été évoqué à Cannes au MIPIM. Globalement, sur la ville de Paris, d'abord, il y avait des concours en 3 phases. Et à la fin, il y avait
ceux qui étaient appelés à concourir à la dernière phase étaient très nombreux. Nous, on va essayer de les sélectionner avant sur une construction, comme évoquait Patrick, qui va pas leur coûter trop cher. Hein. Donc voilà, donc ça c'est important sur la rémunération. Après, oui, je me bats, j'ai évoqué d'autres chiffres, je me bats pour que dans le PIA 2 et le PIA 3, puisqu'il s'agit d'innovation, hein, il s'agit de créer le monde de demain, c'est la vocation du PIA, ce concours et sa place. On est en phase de négociation. Pour l'instant, il y a une petite structure qui fonctionne, donc la CDC, le PIA amène un petit chouïa, comme la métropole, la SGP. Voilà, donc on met ça en route, et oui, il y aura des financements, c'est un peu tôt pour le dire, mais il y aura ce qu'il faut. Monsieur Ollier, vous allez vous appuyer, je ne sais pas si c'est le bon terme, sur les services de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement de la ville de Paris pour ce concours. Vous pouvez nous en dire un mot ? Non, c'est pas exactement cela. Là, c'est sur le service de l'État, c'est la DRIEA qui est notre support technique, et je remercie le directeur régional et le préfet Carenco d'avoir accepté de les mettre au travail dans ce concours. Ils sont aussi passionnés que nous d'ailleurs, et c'est formidable. Ce que vous dites, c'est le lancement du concours. C'est-à-dire que lorsque moi j'ai eu cette idée d'inventer la métropole, j'ai eu à partir... Je n'invente rien, je ne suis certainement pas assez intelligent pour ça, donc j'ai pris ce qui existait. Et que le Réinventons Paris m'a paru être une excellente idée. Et que c'était le moyen, en inventant la métropole, de fédérer justement, de créer un accélérateur et de rendre la métropole tout de suite lisible aux yeux de l'opinion publique, mais surtout, avant tout, aux yeux des décideurs, pour qu'il n'y ait pas justement le débat un peu long qu'il y a eu tout à l'heure. Et à partir de là, je me suis appuyé sur la ville de Paris. J'ai demandé à Anne Hidalgo comment elle avait fait, et elle m'a proposé tout de suite de mettre à notre disposition son équipe d'urbanistes, avec la direction de l'urbanisme de Paris, et Jean-Louis Missica, qui a été celui qui a organisé le concours Réinventons Paris. Et nous avons eu toutes les semaines, tous les lundis matins, il y en a encore d'ailleurs en ce moment, des réunions depuis le jour où on l'a inventé, avec la direction de la ville de Paris, l'équipe de la métropole, toutes les semaines, lundi matin à 9h, pour voir comment on allait profiter, absorber la substantifique moelle des Réinventons Paris pour l'utiliser au bénéfice d'Inventons la métropole. C'est un transfert d'idées, de technologies, de pratiques qui nous a fait gagner beaucoup de temps, parce qu'eux, ils ont réfléchi pendant des mois et des mois avant de lancer leur concours, et nous, ça nous a simplifié les choses, parce qu'on n'a pas eu cette partie de réflexion, nous sommes tout de suite opérationnels. Mais maintenant, le comité d'organisation que je crois préside avec le préfet Carenco, et dans lequel Philippe Yvain est responsable aussi, est opérationnel. C'est-à-dire la phase d'imagination, de préparation, avec l'équipe de Paris. Maintenant, c'est ce comité d'organisation avec les services de l'État qui sont opérationnels au présent et tous les jours. Mais avec Jean-Louis Missica, nous avons régulièrement des discussions pour confronter la manière dont on est en train de faire quelque chose d'opérationnel, d'autant plus qu'il fait partie, Jean-Louis Missica, du comité d'organisation. Car chaque entité a plusieurs délégués. Nous sommes combien, Jean-François, une trentaine autour de la table à peu près une trentaine régulièrement. Donc à partir de là, il y a toujours une surveillance de ceux qui sont un peu les créateurs de ce principe de projet et Réinventons Paris, et un dialogue fructueux en permanence. On n'est pas toujours d'accord, mais je répète, le dialogue est fructueux parce qu'on termine toujours ensemble, Philippe, je ne me trompe pas, Jean-François, sur un accord au cours de nos comités d'organisation. Mais j'insiste là-dessus parce qu'il faut le voir pour le croire. Nous sommes au travail, et nous sommes au travail sur des faits concrets, et c'est des opérations concrètes qu'on est en train de construire, de lancer. On n'est pas dans des débats parlementaires qui auront lieu dans 2 ans. On est au travail tout de suite aujourd'hui. Merci infiniment. Y a-t-il à ce stade une ou deux questions, puisqu'on a été concret, monsieur? Alors j'espère qu'on a répondu un peu à votre attente de parler des projets. Un peu, voilà. Mais vous allez nous aider à le faire mieux. Si on peut vous apporter un micro. Pendant ce temps, je vous passe, ça ce sera pour vous pour la présentation. Il faudra la mettre en marche ici, puis vous le ferez défiler. Puis comme ça, on dira donc un mot des groupes, puis un mot de la défense ensuite. Monsieur, si on vous apporte le micro doit arriver. Je vais vous le passer en attendant qu'on ne perde pas de temps. Je vous en prie. Merci. Bon, alors je vais un peu plus loin.
Je suis ancien expert de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et nous avons travaillé à Agenda 21, dont vous avez déjà largement entendu parler pendant moultes années. Et donc, à partir de quoi, je me pose la question prioritaire, quelle est la vision que vous avez du projet qui doit rayonner au niveau mondial? Je posais la même question à M. Missika, d'ailleurs, où on parle sans arrêt d'innovation. Je lui dis, mais oui, mais votre innovation, elle me paraît un tout petit peu incrémentale. Elle ne me paraît pas globale, elle ne me paraît pas holistique, elle ne me paraît pas correspondre à un projet d'une vision. Alors la vision, c'est quoi? Est-ce que c'est, pardonnez-moi si j'utilise des termes anglais, mais je crois qu'ils sont significatifs, est-ce qu'on a une vision systématiquement top-down ou est-ce qu'on a une vision un tant soit peu bottom-up et à la fois transversale? Est-ce qu'on veut aller vers la préparation de l'intégration des nouvelles technologies à bon escient pour l'ensemble des populations et à commencer par les plus défavorisés pour permettre de résoudre les problèmes des villes dans le XXIe siècle en sachant que si on n'a pas cette vision, eh bien on va rater le coche et ce n'est pas l'agglutinement de populations massives, comme ce qui est prévu dans tous les rapports sur l'évolution des villes nouvelles qu'on appellera Smart Cities, si on veut parler un petit peu anglais, ou Smart Human Cities, pour ne pas oublier l'être humain, ou est-ce que ça va être simplement la défense d'intérêts à travers des projets, des programmes, des lancements d'appels d'offres classiques, ou est-ce qu'on a d'abord une réflexion d'amont, et avec peut-être des chercheurs, avec des réflexions en hauteur, sur comment voyons-nous l'évolution de notre grande ville, de notre grande région, pour qu'elle soit un phare au niveau mondial? Je vais vous répondre, mais pour la xème fois dans une assemblée comme ça. D'abord, sur l'ONUDI, je ne suis pas sûr qu'ils aient réussi l'industrialisation du monde. Hein. Ils avaient beaucoup d'experts, mais on est plutôt dans la merde. Bon. Oui, l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour l'industrie. Oui, bon. Donc, voilà. Je redis ma conviction que j'essaye de placer dans l'action publique, que j'essaye d'intellectualiser. La certitude, aujourd'hui, rend fou. Donc je dis que ceux qui ont des certitudes sont sûrs de se tromper et de venir timbrer. Ce qui me fascine, ce qui nous fascine, c'est cette évolution du monde à une vitesse ahurissante. Ahurissante. Il nous faut tout réinventer. Je vais paraphraser Michel Serres, réinventer notre manière d'enseigner, de gouverner, de consommer, de produire. Rien ne sera après-demain comme ça le sera demain. Et demain comme ça l'est aujourd'hui. C'est gigantesque. Alors je prends toujours l'image des ordinateurs quantiques, mais moi j'ai appris à programmer en BASIC. Je suis un vieux ici dans la salle, donc on apprenait en BASIC avec difficulté. Et maintenant, ils nous font des ordinateurs quantiques. Pas de centaines de millions de milliards d'opérations à la seconde, je dis bien pas des centaines de millions de milliards d'opérations à la seconde, mais une infinité, au sens propre du terme, d'opérations à la seconde. C'est ça le monde. Le monde, voilà, il est ailleurs. Il est ailleurs. Attendez, je vais y venir. Bon. Moi aussi. Sur l'aspect de la gestion de la complexité, je parlerai d'Edgar Morin, je parlerai d'un grand nombre de grandes personnalités qui ont traité ces sujets-là. Quand vous parlez d'Ilya Prigogine, par exemple, le prix Nobel de physique, lorsqu'il parle de gestion de la complexité, il parle de situation initiale dans le chaos déterministe. Donc, à partir de quoi, si dans la situation initiale, vous n'avez pas de vision, si vous ne voulez pas converger, vous n'arriverez jamais à gérer la complexité. Ne soyez pas impatient. Je viens à dire. Donc, on est dans un monde qui est complètement ahurissant, de changement. La vision, elle est, j'allais dire, multiple. Premièrement, pourquoi on bosse? On bosse pour que les gens qui seront dans ce territoire, ils trouvent à être mieux. Ils trouvent à être des êtres humains vivant normalement. Et si possible, mieux qu'aujourd'hui dans un certain nombre de territoires, y compris de cette région, et mieux que dans la quasi-totalité des territoires du monde tel qu'il est. Donc d'abord, ce qui compte, c'est la qualité de vie de ces choses-là, de ces territoires, dans ces territoires. Notre conviction, c'est que l'innovation, et alors vous allez me dire, c'est peut-être pas la bonne vision, c'est que l'innovation, avec les facultés théoriques, techniques, elle va être proposée par
ces gens qui concourent. Moi, je n'ai pas à dire il faudra calculer comme ça, se loger comme ça, faire comme ça. L'idée, il y a un jury, donc on va nous dire, chacun va dire ce qu'il propose, et là c'est une vraie vision, ce qu'il propose comme mode de vie dans ces territoires, d'ici 40 ans, 100 ans, c'est comme ça qu'on construit. On ne construit pas pour demain, on construit pour 30 ans, 40 ans, 50 ans, on l'espère, c'est durable. Donc, si la vision, c'est de faire confiance, je veux dire, j'ai pas du tout, étant entendu d'une chose, c'est que on abattra toutes les frontières entre les quartiers, les frontières entre l'objet de l'immobilier, entre c'est le travail, c'est le lieu. C'est vraiment un monde complètement mixte, un monde ouvert, tolérant. Je ne vois pas bien l'autre vision que vous pouvez avoir. On n'est pas le Gosplan, quoi. Ça, on se le refuse absolument. Hein, si vous voulez dire ça. Alors, non mais... on doit passer... Alors, je vais peut-être avoir... Allez-y. Je vais peut-être avoir un humour encore plus décapant, parce que là, monsieur, on entre dans des débats dans lesquels je ne me reconnais pas. Pardon. Je ne sais pas si vous avez été maire, si vous avez pris des décisions sur le plan local. Oui, non ? Mais je veux vous le dire. C'est qu'entre des débats intellectuels au niveau international, qui sont légitimes et dont je ne discute pas la finalité, qui est toujours certainement très positive, vous avez parlé de l'agenda 21, je suis le premier maire de la région Île-de-France à avoir mis en place l'agenda 21 il y a une quinzaine d'années, par exemple. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui m'a paru extrêmement positif et innovant, et je l'ai fait dans la ville de Rueil-Malmaison. J'ai aucun souci là-dessus. Le problème, c'est la différence qu'il y a entre des débats, pardonnez-moi, je ne vais pas vous vexer, mais qui sont un peu ésotériques, et qui ont lieu dans des cercles de personnes qui n'ont jamais rien à décider sur le terrain, et ceux qui doivent décider sur le terrain et qui doivent prendre des décisions qui engagent la vie de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc on s'inspire de ces débats, bien entendu, parce qu'ils sont utiles, je répète, je reconnais qu'ils le sont extrêmement, parce que s'il n'y avait pas ces débats, il n'y aurait pas ces grandes orientations qui sont données. Mais notre problème aujourd'hui, ce n'est pas d'entrer dans ce débat. Notre problème aujourd'hui, c'est de prendre des décisions concrètes. Et moi, je signerai les décisions, et le préfet Carenco les signera, et M. Yvain aussi. Donc, dans le cadre de ces décisions, on s'inspirera de tout ce que vous avez dit dans le cahier des charges qu'on va émettre en septembre pour le concours général, afin que les orientations répondent à vos interrogations, car je me retrouve tout à fait dans vos interrogations. Mais je ne veux pas laisser dire que nous sommes totalement incompétents, nous les maires, de savoir vers où il faut aller dans l'intérêt des populations dont nous sommes responsables. Parce que si on est élu, c'est peut-être parce qu'ils croient en ce que nous leur proposons. Voilà, je vais simplement remettre les choses dans la réalité de la décision que nous devons prendre, nous. Juste pour conclure, et je pense que vous allez être d'accord, un territoire métropolitain, pour moi, c'est un territoire concentré, métissé, numérisé, dans lequel on a la capacité de créer trois choses qui font métropole. Création de valeurs, création d'émotions culturelles, création de liens sociaux. Je pense que moi, j'analyserai ce que diront les consortiums qui vont répondre au regard de cette triple capacité. Si dans un territoire, nous avons ensemble capacité de créer de la valeur, capacité de créer de l'émotion culturelle et du lien social, alors je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, aller au-delà, ça me paraît compliqué. Mais c'est ça, mais si c'est ça mes critères, voilà, je voudrais partager au moins ces critères avec vous. Très bien. Il me semble. Merci infiniment. David Lucas, on va rentrer encore un peu plus dans le concret avec ce projet donc, qui abolit aussi certaines frontières, notamment celle de la défense telle qu'on la connaît sur la dalle, puisque les Grousses, ça va au-delà et ça s'inscrit dans une stratégie que vous allez nous décrire en quelques minutes, si vous voulez bien, de la stratégie à 10 ou 20 ans de la défense où vous dirigez l'aménagement. C'est à vous. Oui, bonjour. D'abord, je vous remercie d'excuser Hugues Parent, directeur général de l'EPADESA, qui ne pouvait pas être parmi vous aujourd'hui. Donc, je vais présenter l'opération, plus précisément des Grous à Nanterre, qui se situe parfaitement dans l'état d'esprit des hubs du Grand Paris qui a été détaillé à l'instant. Nous sommes sur un territoire qui se situe donc à Nanterre, au contact immédiat de la Défense, au contact de deux autres villes, Courbevoie, La Garenne-Colombes, et au contact de l'université Paris 10, Paris-Ouest, La Défense. Dans cette inscription territoriale, les ambitions du projet
sont finalement de renforcer aussi la compétitivité de la défense et de lui ouvrir un nouvel horizon, parce que l'avenir de la défense, il est, si vous voulez, à l'extérieur de la défense, et pas seulement sur le renouvellement spontané ou stimulé du site de la dalle historique lui-même. Deuxième ambition, on se situe certes dans un quartier de Nanterre, avec un travail très étroit avec le maire de Nanterre, qui est par ailleurs le président de l'EPA des Arts, mais un travail qui effectivement articule les différentes échelles avec l'établissement public territorial et les différents maires qui le composent, et bien sûr avec notre tutelle État. Et donc un travail qui est nécessairement multi-partenaire sur ce site d'Aigroux. J'ajoute parmi les partenaires, bien sûr, les opérateurs de réseau, puisque l'Aigroux, c'est quoi? Et c'est un peu le petit grain de folie dont parlait le préfet Carinco. C'est une friche ferroviaire, l'ancienne gare de la Folie, à Nanterre, elle s'appelle comme ça. Voilà déjà un point de départ intéressant pour l'état d'esprit. Et donc, l'inscription métropolitaine du territoire d'Aigroux, elle est liée donc à sa situation, à sa dimension. C'est un site de 76 hectares, dont 25 hectares de friche ferroviaire. Et c'est bien sûr un territoire qui est déjà desservi à sa marge sur le secteur des terrasses à Nanterre par le RER A, la station Nanterre-Préfecture, mais qui sera aussi desservi par une nouvelle gare Éole, SNCF, et bien sûr par une gare du Grand Paris Express, ligne 15, la gare d'Aigroux. Dernier enjeu, nous sommes à proximité immédiate de l'université, et donc il s'agit aussi d'un site qui est un site passerelle entre la Défense et l'université. Alors, on voit bien sur cette vue un peu générale la proximité immédiate du territoire d'Aigroux par rapport au grand axe historique, qui a été prolongé au-delà de la Grande Arche avec l'opération des Jardins de l'Arche et puis ce qu'on appelle les terrasses sur Nanterre. Donc vous voyez, ce site constitue à la fois donc le prolongement de la Défense, un nouveau quartier à Nanterre en limite de plusieurs communes et un territoire potentiellement d'innovation. La programmation, comme le disait M. Ollier à l'instant, c'est une programmation qui est nécessairement à l'écoute des attentes municipales. C'est tout de même au maire qu'appartient la légitimité de donner une grande orientation programmatique. Donc le quartier d'Aigroux, c'est un quartier mixte, urbain, dense, avec à vocation résidentielle et d'équipement accompagnant les habitants pour 60%, et ville active pour 40%. Sur un volume global de 630 000 m², ce qui, si vous voulez, à l'échelle des différents hubs du Grand Paris, constitue une opération, on va dire, importante. Voilà. Donc à terme, c'est 5 000 logements, donc plus de 12 000 habitants. Troisième ambition très forte, et je pense qui est assez illustrative de la démarche des hubs du Grand Paris, c'est fabriquer la ville à partir de ses propres ressources existantes. Le territoire d'Aigroux, c'est certes une friche ferroviaire, mais ça n'est pas que cela. Il a même une histoire très particulière, parce que l'Aigroux, c'est là où ont été réimplanter des entreprises qui se trouvaient sur le site historique de la Défense dans les années 60 et 70. Et c'est un lotissement qui a été inventé pour les relocaliser à cet endroit. Donc on est dans une histoire assez longue. 2000 emplois sur le site, soit environ 200 entreprises, 200 établissements. Et puis quelques centaines d'habitants aussi, un peu moins de 300 habitants. Donc on a déjà le ferment d'une opération, puisque on a parlé d'histoire, on a parlé aussi de culture. L'histoire et la culture, elles sont déjà là avec l'ex-gare de la Folie et ces entreprises qui fonctionnent, qui sont dans une relation souvent assez étroite avec les entreprises de la Défense, dont elles sont les partenaires et les sous-traitants. Donc c'est un point tout à fait essentiel de l'esprit, je pense, des hubs du Grand Paris et de la démarche que l'EPADESA va mettre en œuvre. Alors sur les grands principes, donc là, cette cartographie rappelle l'inscription dans les différents réseaux futurs. Donc c'est effectivement un des principaux hubs du Grand Paris. On fait un zoom sur un élément de l'organisation urbaine future, ce qu'on appelle le pôle gare en charnière. Donc ce que vous voyez sur ce plan, c'est que le secteur d'Aigroux et la gare de la Folie, elle va fonctionner finalement en charnière avec une gare existante qui est celle de Nanterre-Préfecture sur le secteur des terrasses. Donc pour ceux qui connaissent ce lieu-là, proximité immédiate, donc au pied de la Grande Arche, de la future Arena, qu'on voit ici sur le plan. Je pense que j'ai un pointeur. Voilà l'Arena, la gare RER Nanterre-Préfecture. Voilà concrètement la préfecture, le palais de justice, et donc les futures gares, dont la gare Grand Paris Express d'Aigroux.
Donc c'est un point de départ, un deuxième point de départ du développement de cette opération, c'est le pôle des gares qui conduit à une densité, une mixité d'usages très forte. Mais je dis c'est le deuxième point de départ, puisque le premier c'est l'existant, la dynamique territoriale et d'activité qui existe déjà sur le site. Pour faire un zoom sur la question du pôle gare, je tiens à expliquer aussi que ce qui caractérise notre démarche de hub du Grand Paris, c'est de donner et de déployer tous les atouts d'une gare, une nouvelle gare Grand Paris Express, ce qu'on voit plus précisément sur ce plan. Les grands atouts, c'est l'accessibilité de la gare, sa lisibilité, sa fluidité pour à la fois l'accès et l'orientation des usagers. On sait que c'est un enjeu très fort dans des gares qui effectivement vont accueillir plusieurs centaines de milliers de voyageurs tous les jours. Il faut le savoir, c'est ça la perspective. Et puis enfin, des dispositions facilitant l'éclairage naturel de l'ensemble des circulations voyageurs. Et on travaille dans une coopération très étroite entre l'EPADESA et la SGP pour obtenir ce résultat, qui sont avant tout un service à rendre aux usagers futurs. Voilà ce que je voulais vous dire sur les grands éléments, donc, on va dire, du programme et du projet à ce stade. Pour ce qui est de l'avancement et du processus, donc si les GROU ne font pas à proprement parler partie de l'appel à projet, parce que d'ailleurs s'il en faisait partie, je ne serais pas là, puisque le choix va être fait ultérieurement, mais il s'inscrit bien dans cet état d'esprit, avec 2 appels à manifestation d'intérêt que nous avons lancés, qui s'inscrivent dans ces différents leviers que nous avons pour développer ce territoire. Comme je l'ai dit, le territoire va se développer par ses franges, le pôle, la charnière des gares, qui se trouve donc au sud du quartier, et puis le tissu existant, qu'on appelle le cœur des GROU, qui est le tissu activité et habité, dans ce secteur-là. Et enfin, deuxième opération sur les franges, avec des sites mutables qui se trouvent ici, connectés immédiatement à l'université et à une desserte qui est celle de la gare RER Nanterre, RER et Transilien Nanterre Université, qui a été rénovée et ouverte, inaugurée au tout début de cette année. Et je vous recommande d'aller voir. Pour ceux qui ont connu le site de l'université de Nanterre depuis des dizaines d'années, ça fait quand même un changement attendu. Donc nos démarches d'AMI, appel à manifestation d'intérêt, ça consiste effectivement à donner la parole d'abord à des entreprises présentes sur le site pour la réutilisation et le développement de bâtiments existants. Entre la ville de Nanterre et l'EPADESA, il y a plus de 20 000 m² de planchers disponibles qui font l'objet d'occupation et d'utilisation dans un objectif d'innovation et de création. Donc on se situe de ce point de vue-là tout à fait dans l'état d'esprit des hubs du Grand Paris, avec la volonté de démarrer donc dès 2017 par le choix des opérateurs. Nous ne sommes pas dans des consultations à caractère architectural ou de design urbain. Nous sommes dans une consultation, un appel à la manifestation d'intérêt orienté sur l'usage, l'utilisation, la pertinence de l'inscription dans ce futur quartier métropolitain. Donc l'opération démarrera de ce point de vue-là dès 2017. Et puis il y a un deuxième niveau d'AMI qui concerne la programmation neuve, où on est sur des périmètres assez vastes, qui sont cernés en rouge là, dans ce document que vous avez sous les yeux, autour de la gare d'un côté, autour du pôle gare, et puis plus au nord du quartier, où là on a effectivement un cahier des charges qui, dans l'esprit des consultations qui ont été évoquées, est ouvert à tout opérateur, investisseur, utilisateur, promoteur si c'est nécessaire, avec une équipe d'architectes, mais à qui on ne demande pas dès le départ de faire des efforts et des dépenses, un travail inconsidéré. C'est encore une fois le contenu et la pertinence de la programmation, l'adéquation à l'état d'esprit de ce nouveau quartier hub du Grand Paris, qui sera notre critère prédominant, et bien sûr avec un choix fait de manière collégiale en associant les maires de l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense, avec un choix donc d'opérateur qui sera fait en mars 2017. Là, les documents sont disponibles, le règlement, tout ça. La consultation d'AMI a été diffusée en avril de cette année et les candidatures ont été remises il y a quelques semaines, ou même seulement une dizaine de jours. C'est bouclé, on peut plus. Pour faire l'acte de candidature, oui, a été largement, je pense, publié pour les GROU, ça s'appelait Play-GROU, excusez-moi pour l'anglicisme. Et donc, il a été effectivement publié au mois d'avril, et donc la phase candidature est bouclée aujourd'hui. Voilà. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Peut-être un mot, Monsieur Carinco, si vous voulez bien, sur la gouvernance de la défense qui va évoluer. C'est ça, il vient d'être acté la fusion de De Facto et de l'EPADESA. Peut-être pouvez-vous en dire un mot? Moi, j'étais à d'autres places, mais aux affaires, quand on a séparé De Facto et l'EPADESA, c'est pas un très bon souvenir, mais
Bon. Qu'est-ce qui se passe? Le quartier d'affaires de la Défense est un des premiers quartiers européens d'affaires. Hein. Et il a systématiquement travaillé, eu des recettes. Pour couvrir les dépenses en flux, on augmentait les recettes par une augmentation du stock. Donc le modèle économique juste marche plus. Sauf à étendre le stock à l'infini. Ça ne marche pas. Première idée. Deuxième idée, la séparation entre deux établissements publics, l'un qui gère l'investissement, l'autre qui gère le fonctionnement de l'investissement plus une partie de l'espace, c'est nullissime. Je vous renvoie, pour ceux qui ont envie de rire un soir, au coin du bois, au débat sur l'implantation d'un bar à vin sur la dalle. Ça a duré des heures de conseil d'administration, tout ça. C'était le summum du ridicule à l'arrivée. J'ajoute que, dans le même temps, donc, la Défense a besoin d'argent, frais, moins que ce qu'on dit, mais quand même, plus que ce qu'on pense, pour améliorer ses infrastructures, notamment en souterrain, refaire des dalles. Il y a un besoin d'investissement assez fort, qu'on chiffre entre 180 et 500 millions selon si on est d'un côté ou de l'autre, les pour, les contre, mais enfin peu importe, mettons 300-400 millions qu'il faut faire. Ensuite, la compétition. Ensuite, le problème de la Défense, c'est que c'est le premier, mais c'est un des plus anciens aussi. Donc on a des travaux à faire sur les tours elles-mêmes, et qu'il faut d'abord réhabiliter les tours avant d'étendre. Hein. On a un problème de... Les investisseurs peuvent gagner 5-10%, mais il faut d'abord réhabiliter les tours. Donc nos perspectives de recettes sur l'augmentation des stocks sont un peu limitées. Dernière idée, et donc il y avait deux établissements, un local et un d'État. Idée complémentaire, il ne faut jamais croire que celui qui est en face de vous n'est pas capable de faire ce que vous avez fait. C'est un système absurde en disant c'est l'État qui fait que, et donc jamais un élu local, un truc, ne sera capable, un EPL ne sera capable de faire des choses. C'est des idées anciennes. Hein, dans le monde tel qu'il est, il faut faire confiance aux gens, et c'est comme ça. J'ajoute qu'un OIN, opération d'intérêt national, qui a fait la région Île-de-France, hein, les villes nouvelles, tout ça, la Défense, Saclay. Mais une OIN, opération d'intérêt national, ça naît, ça vit, ça meurt, ça se transforme. C'est un être vivant. Puis est arrivée la décentralisation, l'appétit de la décentralisation, la naissance de la métropole. Donc l'idée a germé dans l'esprit d'un certain nombre de gens, dont le mien quand je suis arrivé. On a fait une proposition au Premier ministre de refonder le territoire de la Défense sur une nouvelle gouvernance et un nouveau système territorial. Il y a eu plusieurs rapports. Il y a eu le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, les ministres compétents ont donc tranché. Et dans le texte sur Paris, dont vous avez entendu parler, il y a un certain nombre d'accroches pour soit des textes directs, soit des ordonnances pour le Grand Paris, hein, affinement, maîtrise de ce qui se passe sur le Grand Paris et la métropole. Parmi ces textes, il y a l'habilitation au gouvernement de légiférer par ordonnance sur l'évolution de la Défense. Ce texte est au Conseil d'État et il devrait être inscrit tout début septembre en première lecture au Sénat comme il se doit. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ça reste une OIN. C'est-à-dire que l'État garde en dernier ressort, si j'ose dire, en espérant que ça ne serve jamais, comme disait l'autre, un peu la main. Il peut reprendre la main s'il a envie, mais il n'en a surtout pas envie. 2, on unifie les deux établissements, EPADESA et De Facto. 3, on en fait un établissement public local. Ce qui, soit dit en passant, va l'exonérer des difficultés d'emprunt. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le... Il n'a pas une dette maastrichtienne, donc tout ça est plus facile. Hein, donc ça permettra d'avancer. 4, on définit un secteur cœur, l'ancien secteur de la Défense sur lequel l'EPADESA nouveau, appelons-le comme ça, a la main et que la main, et le secteur plus large de l'OIN, où c'est contractuel, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein. Enfin, les collectivités, dans la gouvernance, les collectivités locales auront la majorité, mais elles s'engagent dans le même temps sur un pacte financier
pour faire les dépenses qu'il y a à faire, hein, pour maintenir ce quartier parmi les premiers d'Europe, voire du monde. Donc voilà, c'est à peu près consensuel. Alors, quand vous bougez, parce que ça bouge quand même, hein, y a toujours ceux qui pensent que c'était mieux avant. Mais ça, c'est la vie. Hein. Donc, Merci infiniment.